L'époque où l'argent était facile d'accès est révolue, mais on y a encore accès. La différence, c'est que maintenant, quand les fondateurs vont tenter de lever des fonds, la barre est tout simplement plus haute. On doit se concentrer sur les questions « Pourquoi vous ?» et « Pourquoi maintenant ?» Les excellentes entreprises vont toujours réussir à lever des fonds. Bonjour, je m'appelle Michael Answorth. Le balado de services financiers et innovation CIBC s'intéresse aux entreprises en démarrage, en croissance ou bien établies qui ont fait une percée dans leur secteur à l'échelle mondiale. Quand on démarre une entreprise, il faut être prêt à changer de cap, connaître ses forces et trouver son clan. En tant qu'associé général à Version One Ventures, Angela Tran en sait quelque chose. Elle aide les entrepreneurs à donner vie à leur idée en misant sur leurs forces et en leur donnant des conseils pour combler leurs lacunes. Elle leur présente des personnes qui partagent leurs valeurs et comprend l'importance du changement car elle est elle-même passée par là. Malgré son intention de devenir ingénieure, elle s'est jointe à Boris Schwartz un an après le lancement du fonds, aujourd'hui évalué à 100 millions de dollars. J'ai obtenu mes diplômes à l'Université de Toronto d'abord en ingénierie. Je me spécialisais en génie biomédical. C'était le début des années 2000 et je ne savais pas à quoi ressemblait le marché de l'emploi dans ce domaine. Je me suis donc dirigée vers l'ingénierie financière, un domaine qui se rapprochait de mes études de premier cycle. J'y suis restée pour ma maîtrise et mon doctorat, puis en 2010, j'ai déménagé dans la Silicon Valley pour démarrer ma carrière comme ingénieur, mais les choses n'étaient pas du tout comme à Toronto. L'ingénierie était très axée sur le développement de logiciels et même si je savais coder, je ne pouvais pas le faire au niveau de la production. Ça n'a pas été facile. C'est seulement après ma rencontre avec un Canadien qui venait de terminer le programme de l'accélérateur de premier plan Y Combinator que j'ai décidé de devenir entrepreneur. Il avait une idée géniale, former les meilleurs doctorants pour qu'ils deviennent des scientifiques des données, puis les placer dans des entreprises comme Facebook, Google, LinkedIn et Twitter. À l'époque, en 2012, on ne parlait que des mégadonnées. Il m'a demandé d'être son cobaye et je lui ai dit « Non, je pense que ma place est auprès de vous comme entrepreneur. » On a donc commencé ensemble à travailler pendant 1 an et demi, bien que l'entreprise ait continué pendant 8 ans et j'ai pu conseiller les entrepreneurs. Ça a été une expérience incroyable d'échanger avec des gens comme moi et de leur donner la possibilité de contribuer à l'industrie en dehors du monde universitaire. C'était formidable. Vous êtes donc passé de Inside Data Science au monde du capital de risque. Ce que j'aime de votre histoire, et tous les gens que j'ai rencontrés dans cette série m'en ont parlé, c'est qu'elle met en lumière l'importance des personnes que vous avez croisées et des liens que vous avez tissés dans votre parcours. C'est exactement ça. Quand j'ai déménagé dans la Silicon Valley en 2010, je ne connaissais personne. Alors j'ai communiqué avec l'Université de Toronto pour demander si d'autres diplômés en ingénierie, en arts et sciences ou dans un autre domaine s'étaient établis dans la Silicon Valley. J'ai rencontré un Canadien qui était impliqué dans le capital de risque à Greylock à l'époque et qui était un très bon ami de mon partenaire Boris, aujourd'hui à Version One. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Un autre élément qui est revenu souvent dans cette série, c'est que pour réussir, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Quand vous vous êtes lancé dans le capital de risque, vous ne saviez pas vraiment ce que c'était. Non, pas du tout. Après avoir quitté Insight, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je valorisais le perfectionnement professionnel et la compassion. Je voulais collaborer et aider les gens à réaliser leurs rêves. Quand j'étais jeune, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, d'où l'idée d'aller étudier en génie biomédical ou en ingénierie financière. Mais je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour l'apprentissage continu. Je voulais aussi exprimer ma compassion et aider les autres. Et enfin, il y a la liberté. La liberté de poursuivre ses rêves, ses objectifs. On a beaucoup de chance de vivre dans un écosystème comme le nôtre qui offre autant d'occasions d'accomplissement. La question est, quelle occasion faut-il saisir? J'ai fait un grand détour pour dire que finalement, j'ai parlé au plus grand nombre de personnes possible pour bien comprendre quelles étaient les occasions dans la baie de San Francisco à l'époque. Et je n'ai refusé aucune demande de rencontre. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai bien sûr accepté de discuter avec une personne qui s'appelait Boris Schwartz. Pourquoi pas? Boris et moi avons discuté pour la première fois sur Skype.
C'était, je crois, en juillet 2013. Et ça a cliqué. On s'est bien entendu. Puis il m'a dit que dans quelques semaines, il serait dans la baie de San Francisco, il est à Vancouver, et qu'on pourrait se rencontrer. En prévision de notre rencontre, j'étais censé trouver 3 entreprises potentiellement intéressantes pour Version 1 et en général qui sont à l'étape de démarrage. Comme je ne connaissais rien au capital de risque, je me suis demandé pourquoi veut-il avoir seulement 3 entreprises? Et c'est là que j'ai mis mon cerveau d'ingénieur à contribution. Je me disais qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire les choses. Pourquoi seulement 3? Il y en avait probablement des milliers. J'ai donc passé 2 semaines à recueillir le plus d'informations possible sur toutes les entreprises en démarrage de la planète. J'ai consulté Twitter, Crunchbase, AngelList, qui sont en quelque sorte des répertoires d'informations, et j'ai effectué des appels d'API pour construire des modèles de prévision des entreprises prospères dans ce lot de 50 000 ou de 100 000 entreprises en démarrage. J'ai réalisé rapidement que c'était une tâche impossible, du moins à un stade aussi précoce. Lui avez-vous donné 3 noms d'entreprises? Non, je ne pouvais pas. Quand je l'ai vu 2 ou 3 semaines plus tard, il m'a demandé « Alors, qu'avez-vous pour moi? » J'ai répondu « Rien ». Ma réponse l'a probablement laissé perplexe. Il m'a demandé « Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? » et je lui ai répondu que je concevais des modèles. Alors il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez appris de ces modèles? » Et je pense que ça a établi les bases de notre relation. Il s'est dit « Wow, elle sort des sentiers battus ». Je me trompais, mais ce que j'avais fait était très novateur. Oui, on m'a dit que vous et votre cofondateur, Boris, êtes des personnes très différentes, et je commence à comprendre ce que ça signifie. On aime soutenir les fondateurs axés sur leur mission, les gens qui vont tout faire pour résoudre un problème qu'ils ont vécu. En fait, je ne pense pas qu'on soit si différents. Nos personnalités sont différentes, mais je pense que nos façons de penser et de travailler sont en fait très complémentaires. Elles nous permettent de nous faire confiance et d'avoir un partenariat très efficace. Certaines personnes se seraient contentées de faire ce qu'on leur a demandé, fournir à ce partenaire potentiel 3 pistes de financement. Mais Angela a vu plus grand et a cherché à appliquer son expertise à un secteur qu'elle ne connaissait pas. Ce sont des thèmes qui reviennent souvent dans cette série. La passion pour l'exploration, l'élimination d'un obstacle et l'adoption d'une nouvelle façon de faire. C'est ce qui favorise la réussite. Angela mentionne sa volonté d'essayer de nouvelles choses et de mettre sa passion pour l'apprentissage au service de sa réussite à Version 1. Version 1 Ventures offre un financement de démarrage à des fondateurs dont l'entreprise n'est à peine plus qu'une idée. La dernière décennie a été excellente pour la société de capital de risque. Mais aujourd'hui, Angela fait face pour la première fois à un marché qui connaît une tendance importante à la baisse. Les taux d'intérêt montent, les valorisations baissent et les investisseurs prennent du recul pour voir ce qu'il adviendra de leur capital. Les entrepreneurs ressentent la même pression. Je voulais savoir comment un fondateur qui n'a guère plus qu'une idée peut attirer des capitaux en cette période d'incertitude. Pourquoi appeler l'entreprise Version 1 Ventures? Version 1 Ventures, c'est un fonds au service des entrepreneurs. On travaille avec eux pour les aider à créer la première version, la première itération de leurs produits. Parfois, les entreprises qui viennent nous voir n'ont même pas encore commencé à coder. Pour nous, il n'est jamais trop tôt dans le cycle de vie d'une entreprise pour obtenir de l'aide. En fait, on aime faire partie du processus de réalisation du premier produit. Et j'imagine que faire partie du processus signifie fournir du capital, mais aussi des conseils et de la rétroaction, la sagesse nécessaire pour passer au niveau supérieur. Oui, le capital est une commodité, ou du moins c'était le cas avant 2022. Boris et moi sommes très fiers, entre autres, d'être là pour nos fondateurs dans les bons moments comme dans les moments difficiles. On peut, par exemple, étendre notre réseau aux fondateurs et aider avec la sollicitation de fonds ou le développement de la clientèle. On peut aussi leur faire part de nos réflexions sur la création de produits ou les modèles d'affaires. Enfin, et ce point est souvent sous-estimé, on vient souvent me voir pour obtenir un soutien émotionnel qui est nécessaire lors de la création d'une entreprise. On oublie que la mise sur pied d'une entreprise ne se résume pas à la création d'un produit. C'est aussi gérer et diriger les personnes qui vont fabriquer ce produit. Et ce qui est au cœur d'une organisation, ce sont les gens. Et donc, la majorité du soutien qu'on offre concerne les personnes.
Parlez-moi des personnes. Pour qui êtes-vous prêt à investir? En général, on investit dans des fondateurs ou des entrepreneurs, des gens qui ont repéré un problème dans leur secteur d'activité ou simplement dans leur quotidien et qui ont voulu consacrer tout leur temps à résoudre ce problème précis. Le secteur nous importe peu. Peu importe l'application, l'important, c'est que la personne à la direction de l'entreprise comprenne vraiment le problème et qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas résolu. Vous vous êtes jointe à Version One en 2013, un an après la création de l'entreprise par Boris. C'est votre premier hiver pour un secteur, car je sais que la crypto-monnaie est un élément important pour Boris, entre autres choses, bien sûr. Comment ce contexte de financement a-t-il évolué au cours des 10 dernières années du fonds? Depuis mon arrivée en 2013, j'ai eu la chance, comme la plupart des personnes qui ont œuvré dans le secteur du capital de risque pendant cette période, d'assister à un marché en croissance. Beaucoup de capitaux ont été investis dans l'écosystème des entreprises en démarrage et l'innovation. Ce qui est formidable dans cet incroyable marché en croissance, c'est toute l'innovation qui en a découlé. Et pendant très longtemps, tout allait pour le mieux. Des fondateurs ont vu leur entreprise évaluée à plus d'1 milliard de dollars, ce qu'on appelle des licornes. Et des investisseurs en capital de risque pensent maintenant qu'ils sont les meilleurs du monde parce que leur placement semble très rentable. Mais ce qui monte doit finir par redescendre, au moins un peu. Après l'élan de croissance de 2020 et de 2021, on commence à avoir un niveau d'activité plus modéré. Mais ça reste conforme à la croissance qui est observée depuis 2013. Ça signifie simplement que notre rythme était effréné et que maintenant les choses prennent le temps de s'ajuster. Mais comme je l'ai dit, tout est relatif. On suit toujours cette incroyable trajectoire. C'est comme un petit hiver, contrairement aux hivers derniers. Si nous sommes allés trop vite, que diriez-vous à l'entreprise en démarrage qui tente de lever des fonds pour la première fois dans ce contexte? En fait, on met davantage l'accent sur la question suivante. Qu'est-ce qui vous rend unique en tant que fondateur et vous place dans la meilleure position pour créer cette entreprise maintenant? Ce n'est pas un nouveau phénomène, ni une nouvelle façon de penser. Les exigences des investisseurs sont beaucoup plus élevées. On doit donc avoir d'excellentes réponses à cette question pour qu'ils soient heureux d'investir. Qu'est-ce qu'une bonne réponse à la question « Pourquoi maintenant ?» Le « Pourquoi vous » est propre à chacun. Mais qu'en est-il du « Pourquoi maintenant » ? Historiquement ou de façon générale, les fondateurs axent souvent leur réponse à cette question sur les tendances macroéconomiques. Prenons par exemple les secteurs des changements climatiques et de l'énergie. On est tous des parties prenantes de notre planète. On a maintenant tous subi les conséquences des feux de forêt. Tout le monde sait qu'on doit faire quelque chose pour résoudre ce problème. Mais si vous sollicitez des fonds, cette situation macroéconomique n'est pas suffisante. On doit lier la question à un acheteur qui a besoin de votre produit aujourd'hui ou qui est si désespéré qu'il souhaiterait déjà l'avoir. Si les entreprises dans lesquelles vous investissez en sont à leurs premières étapes, j'imagine que les réponses au « pourquoi » sont essentielles parce que vous ne pouvez pas vous tourner vers des indicateurs pour vous aider dans votre décision. C'est exact. S'il n'y a pas d'indicateurs dans lesquels investir, on doit se concentrer sur ce à quoi ressemble l'avenir avec cette entreprise. Quelle incidence cette entreprise peut-elle avoir sur un secteur en particulier? Sur le monde? C'est probablement l'aspect le plus important ou l'un des éléments clés pour trouver les réponses au pourquoi. On se demande aussi quel est l'avenir de l'entreprise qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Parfois, une entreprise nous présente des idées et on imagine facilement la suite. Même si cette entreprise peut devenir très prospère, il est difficile d'imaginer comment elle peut connaître une excellente évolution alors qu'elle emprunte un chemin évident comme tant d'autres. On essaie donc de comprendre le raisonnement du fondateur par rapport à ce que l'entreprise peut vraiment devenir. C'est fascinant d'apprendre que des investisseurs en capital de risque comme Boris et Angela prennent des décisions en se basant plus sur la personne que sur l'idée. Il est important de raconter l'histoire derrière l'idée. C'est en permettant à un investisseur en capital de risque de comprendre le fondateur dans lequel il investit qu'on peut obtenir un financement ou non. Dans un monde où l'argent devient de plus en plus rare et de moins en moins une commodité par rapport à la dernière décennie. Je voulais donc savoir comment Angela entrevoyait le financement de capital de risque dans le secteur des logiciels. La crypto-monnaie est un sujet qui vous tient à cœur.
Que dites-vous aux entreprises de ce secteur qui doivent faire face à un ralentissement, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou non? Notre message n'a pas vraiment changé pour ces entreprises, tout comme pour les entreprises traditionnelles. Pour la crypto-monnaie spécifiquement, on continue d'encourager les gens à travailler sur de nouveaux cas d'utilisation. Comment peut-on tirer parti du fait que la crypto-monnaie ne nécessite aucun tiers de confiance et qu'elle est décentralisée? On a vu quelques cas d'utilisation, par exemple les réserves de valeur comme le Bitcoin, les jetons non fongibles et l'utilisation de contrats intelligents pour décentraliser la finance. On encourage donc les gens à réfléchir à la façon de tirer parti de la technologie crypto plutôt que d'appliquer cette monnaie à un secteur en particulier. Qu'est-ce qui est réellement nouveau, qui n'était pas possible avant, mais qui l'est maintenant grâce à cette idée de décentralisation et d'absence de tiers de confiance? Je suppose que cela s'applique à l'autre sujet de l'heure, l'intelligence artificielle, et à pas mal tout le reste. Quels sont les signes que le printemps arrive ou qu'une sorte de réchauffement se produit après un scénario hivernal? Quand on pense à un dégel ou qu'une ardeur commence à animer les investissements, on pense aux gens. C'est une question d'activité. Et cette activité provient des gens. Dès qu'un domaine devient intéressant, on voit beaucoup plus de fondateurs, qui attirent plus d'investisseurs, qui attirent plus de fondateurs, et ainsi de suite. C'est donc assez cyclique. Ce sont les premiers signes d'un réchauffement. Ensuite, on voit une accélération du rythme de l'activité et ce rythme n'est pas viable à long terme. Beaucoup de capitaux sont injectés dans le système, beaucoup d'entreprises sont créées, mais il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de touristes, des fondateurs ou des investisseurs qui sont là pour faire des gains rapidement. Ce qui conduit de nouveau à un ralentissement quand on se rend compte que la situation n'est pas viable. Avec les taux d'intérêt qui ont doublé en 2 ans, est-ce que l'époque où l'argent était facile d'accès est révolue? L'époque où l'argent était facile d'accès est révolue, mais on y a encore accès. La différence, c'est que maintenant, quand les fondateurs vont lever des fonds, la barre est tout simplement plus haute. On doit se concentrer sur les questions « Pourquoi vous » et « Pourquoi maintenant ?» Les excellentes entreprises vont toujours réussir à lever des fonds. Et j'imagine que la loi du plus fort fait également partie de l'équation. Tout à fait, absolument. Et ça s'applique aussi aux investisseurs. On est des investisseurs, mais on a aussi nos propres investisseurs qui ont soutenu des gestionnaires comme nous pendant ce marché haussier et qui maintenant se retirent et attendent de voir quels vont être nos résultats. Ils évaluent notre rendement de la même façon qu'on évalue le rendement de nos entreprises, avec un peu plus d'attention et un regard un peu plus critique. Je pense que les entreprises, fondateurs et investisseurs qui se démarquent vont toujours avoir accès à de l'argent. La barre est tout simplement un peu plus haute aujourd'hui. Angela, merci beaucoup de votre temps et de vos commentaires. Merci de l'invitation. J'ai vraiment aimé réfléchir à mon parcours vers le capital de risque et à ce que peut nous réserver l'avenir. Qu'avons-nous appris de l'expérience d'Angela qui est passée d'ingénieure à investisseuse en capital de risque? Sa volonté de s'adapter est admirable et nous fait voir jusqu'où la passion peut nous mener. Nous avons appris qu'au stade de préamorçage, ce n'est pas le problème que le produit ou service résout qui importe, mais la personne, son raisonnement et qui elle est en tant que leader. C'est aussi pourquoi le produit ou service est essentiel aujourd'hui ou depuis un moment déjà. Vous écoutiez le balado de Services financiers Innovation CIBC, où nous apprenons les secrets de l'innovation, de l'économie et de la réussite des entrepreneurs qui ouvrent la voie à l'avenir. Je m'appelle Michael Ainsworth. Je vous remercie d'avoir été des nôtres.